Qui je suis? Hypnothérapeute, rebooteux, hypnotiseur. Né en 1971, j'ai une vie bien remplie d'expériences personnelles, sociales, professionnelles. J'ai traversé l'abondance et aussi les restrictions sévères. J'ai été un SDF un certain temps. Mon corps m'a porté et m'a aussi dit stop de manière violente. Et oui, à ce moment-là, je n'écoutais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et ma force, guidée peut-être, a été de toujours sortir vivant de toutes ces situations, bonnes ou mauvaises. Parfois, il m'a fallu du temps pour que ces expériences me fassent grandir. Et un jour, j'ai accepté tout ce qui pouvait m'arriver, sans jugement, ni bon, ni mauvais. Et c'est cela a radicalement changé, transformé ma vie. C'est ensuite que sont arrivés, il y a plus de 12 ans, des outils comme l'hypnose, le rebootement et bien d'autres, me permettant maintenant, avec amour et bienveillance, de vous apporter à vous aussi cette possibilité de transformation. Et alors, qui je suis ? Je suis Nicolas Duval. Et effectivement, dans tout ce que ça retrace bien, on va dire, l'ensemble de toute la vie que j'ai pu vivre, le résumé a été bien fait. Je pense qu'aujourd'hui, plus que de dire qui je suis, c'est de le montrer en fait. Et je le montre aujourd'hui dans ce que je fais, dans la façon dont je fais les choses. C'est plutôt la façon dont on fait les choses qui montre qui on est. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je vais revenir Oui. avant. Sur le texte que je viens de lire, il n'est pas de moi, mais il est de toi. Je te l'ai pris sur ton site internet. Donc ces mots sont les tiens. On est bien d'accord. Tout à fait. Et c'est aussi des mots que tu as repris parce qu'ils te parlaient bien aussi. Voilà. Et aussi, ce que je voulais revenir, c'est qu'on a tous un départ et on a tous un chemin à faire. Et quand je lis ces mots, toi, tu as commencé, comme nous tous, avec cette naissance et tu as su monter les étapes pour en arriver où tu es maintenant, où on va finir cette interview avec ça. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est revenir au départ de toi. D'accord. Comment toute cette connaissance que tu vas nous apporter tout au long de cette interview, tu l'as découvert? Comment tu t'es enrichi de découvertes? Comment tu en es arrivé là aujourd'hui? C'est ça qui m'intéresse, le cœur de Nicolas Duval. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une sorte de boucle en fait. C'est que jusqu'à l'âge de 11 ans, j'ai vécu comme un enfant, comme un autre, avec ses joies, faire du sport, avec ses parents, aller en vacances, ceci, cela. Et puis à l'âge de 11 ans, il m'est arrivé, j'ai eu un accident de canoë-kayak où je me suis retrouvé coincé dans un barrage et ma jambe a été aspirée et ma jambe s'est cassée. Alors tout doucement, comme ça, c'était un moment extrêmement douloureux. Et c'est seulement 40 ans plus tard, en fait, que j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai vécu ce qu'on appelle une décorporation. À l'époque, j'avais 11 ans, même pas à peine, je crois que j'avais à peine 11 ans, je ne savais pas ce que c'était. J'étais littéralement en dehors de mon corps et je me voyais avec une petite voix, Nicolas, ça va bien se passer, ça va aller. Quelque chose qui m'a enveloppé, qui était rassurant. Et je n'avais aucune douleur et je me voyais là au sol en train de crier, en train d'hurler, la jambe cassée. Mais j'avais aucune douleur. Et je voyais les gens autour de moi, les pompiers qui sont arrivés, etc. Et ils me disaient, mais Nicolas, ça va aller, t'inquiète pas. Et moi, ça allait en fait. Je sais pas pourquoi je criais en fait. J'étais décorporé littéralement. Et à partir de, mais c'est 40 ans plus tard que je me suis rendu compte de tout ça. À ce moment-là, il a dû se passer quelque chose qui a débloqué des choses. Alors j'avais déjà une certaine sensibilité. Et je me suis mis à, je sais pas pourquoi, à vouloir poser mes mains sur des douleurs. Et ça commençait par moi. J'avais tendance à me faire pas mal d'entorses. Et je commençais à poser les mains aux endroits où ça faisait mal. Et la douleur disparaissait. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Et j'ai vécu comme ça. Alors avec, on va dire, j'étais à l'école, je me suis arrêté au niveau du bac. J'avais redoublé 3 fois. J'étais pas spécialement un bon élève parce que j'avais pas envie, parce que ça allait pas assez vite en fait. Ouais. En toute modestie, j'avais besoin que ça aille plus vite et d'ingurgiter beaucoup plus d'informations. Et aujourd'hui c'est le cas, et j'ingurgite beaucoup plus d'informations, je vais assez vite. J'ai besoin De la nourrir connaissance. de la connaissance, du savoir. D'accord, donc cette expérience a été la première de tes expériences parmi tant d'autres, en fait. Donc tu as posé tes mains, ok, mais ensuite on t'aurait pu t'arrêter là. Qu'est-ce qui t'a fait continuer justement? Ok, l'école tu t'ennuyais, le bac, ok, ça fonctionne pas, mais après il y a eu d'autres expériences de la vie ou pas? Oui, il y a eu d'autres expériences et globalement tout assez difficiles.
Je me suis retrouvé, donc je suis parti en claquant un peu la porte et puis en me faisant aussi un peu pousser de la maison. C'était un choc, ça a été difficile et je me suis retrouvé littéralement à la rue en fait. Mais j'avais un métier, je pouvais travailler et j'étais ce qu'on appelle un travailleur pauvre. Donc je dormais dehors près du cimetière parce que j'allais me laver au cimetière, c'était très pratique. Et ça a duré pendant quelques mois. Et après, de fil en aiguille, sans rien demander, les gens sont venus m'aider et puis j'ai trouvé un logement et puis les choses ont avancé comme ça. Et puis à chaque fois, il y avait comme une sorte d'auto-sabotage, fallait tout casser. Et je perdais mon boulot, etc. Donc j'ai fait énormément de jobs différents. J'étais poissonnier pendant 14 ans. J'ai fait plein de magasins, de grandes surfaces. Et j'étais responsable et je gérais les gens. Et on avait toujours, les gens, ils voulaient tous travailler avec moi. Parce que il y avait quelque chose qui se passait au niveau relationnel, c'était toujours bien. Donc déjà, il y avait ces choses-là déjà qui étaient là. Et pendant cette période-là, jusqu'à, on va dire, à l'adolescence, il se passe un peu, il y a cette transformation un peu hormonale, et où j'ai eu envie d'aller explorer des choses un peu spirituelles, et où je me suis un peu cassé les dents. Et j'ai voulu, parce que je sentais bien que j'avais quelque chose dans les mains, et j'ai voulu essayer de soigner les gens, faire des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais mal aux gens. D'accord. Et pourquoi tu faisais mal aux gens alors? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire mal aux gens? Alors, quand je posais les mains, les gens avaient des sensations, au début ça allait, et puis à un moment donné, ça leur faisait mal. Et j'ai compris, et ça je l'ai compris à peu près 20, 25 ans plus tard, le corps quand il se répare, il fait mal. En D'accord. fait, c'était efficace. Moi, je voulais apporter du bien-être aux gens. Et en fait, je leur apportais du bien-être, ça réparait les choses. Sauf que ça leur faisait mal. Et à cet âge-là, en plus on expérimentait des choses et autres, ça faisait un peu peur. Aussi. Il y avait un petit peu l'époque du spiritisme, on mettait une table et on essayait de faire Exactement. bouger la table. Ouais. Alors, est-ce que cette première partie, on peut pas dire que c'est la première phase de notre vie? Est-ce que c'est pas la phase d'apprentissage, l'adolescence, la construction, et il y a un moment, est-ce qu'on peut pas avoir le déclic, ou est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait que, ok, ça y est, j'ai fait le braque, je passe dans ma deuxième phase, où là tu deviens hypnothérapeute, rebouteux, et puis tout ce qui va venir ensuite. Ça a mis du temps en fait. Je pense que littéralement aujourd'hui c'est des mots qui font sens pour moi, il faut être guidé. J'ai pris des fois, bien souvent, des directions qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et je me suis retrouvé face à des murs, mais des murs qui me disaient va pas par là, ça pique, c'est pas l'endroit où tu dois aller. Mais ça, j'en ai pris vraiment conscience à l'âge de 42 ans. Donc il a fallu quand même du temps, où je me suis retrouvé le dos brisé, toutes les vertèbres bloquées, etc. J'étais censé me faire opérer à l'époque. Je refusais les opérations parce que j'en voulais pas. Et j'étais alité pendant plusieurs mois. Et avec des souffrances telles que j'en pleurais, je me tapais la tête dans les murs, ça me faisait du bien. Pour revenir à quel D'accord, point ok. c'était une souffrance extrême. Les gens autour de moi pleuraient à me voir dans cette souffrance. Et je savais qu'il y avait, je ne savais pas d'où ça venait, donc il y avait déjà quelque chose qui venait de je ne sais pas où, que j'allais un jour rencontrer quelqu'un qui allait me sortir de là. Et effectivement, ça n'a pas mis de temps, ça a pris quelques mois. Et j'ai rencontré une personne, un rebouteux, qui m'a remis en place, et en ressortant, donc qui a poussé sur mes articulations, qui a remis les choses en place. Et dès la première séance, en fait, toutes les douleurs étaient parties. Et là, il s'est passé quelque chose là-haut. Alors, et après, ce quelque chose, il se passe quoi? Parce que c'est là notre curiosité de cette interview, c'est qu'on a tous, comme je disais tout à l'heure, cette vie d'avant, et à un moment donné, on peut avoir un éveil. Et ce que je voudrais, c'est que tu nous parles de ton éveil maintenant. Alors c'est exactement ça qui s'est passé, effectivement, il y a eu un éveil, il y a eu une prise de conscience, que quand on était... En fait, la prise de conscience a été que lorsqu'on est face à des situations où on ne voit pas d'avenir, en fait, on voit quelque chose de noir, on ne voit rien, Mm. et bien, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Ça, mon cerveau a compris ça. Et ça a débloqué, en fait, plein de choses, parce que face à l'adversité, maintenant, et déjà ça a commencé, donc à l'époque j'avais 42 ans, euh, quand je me retrouve face à l'adversité, depuis que j'ai 42 ans, je sais que autre chose est possible. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais autre chose est possible. Alors suite à ça, j'ai demandé à cette personne-là, dès le deuxième, en fait, notre deuxième rendez-vous, s'il ne voulait pas m'apprendre. Et tout de suite, sa réponse était oui. Et là, toi, t'emmagasiné alors. Et T'as là, appris. donc Ce j'ai que, appris ce métier de rebouteuse. ce que tu n'avais pas eu à l'école quand tu étais jeune, là, on te l'a apporté, la connaissance. Cette connaissance du corps, de comment ça fonctionne, et avec des réactions assez intéressantes.
Et puis en même temps, c'est une personne avec qui on échangeait beaucoup sur des plans philosophiques. On avait vraiment des discussions assez élevées en fait, Ouais. hein, très intellectuelles, avec beaucoup d'analyse, beaucoup d'expérience, des choses très factuelles. Et puis on en est venu à parler d'hypnose. Parce que j'avais aussi mes vieux démons, des choses à me calmer avec le passé, me mettre en paix par rapport à mon histoire de vie. Et ça a été radical. Parce que de fil en aiguille, je me suis trouvé que l'hypnose était effectivement, semblait à l'époque, donc on est il y a presque 15 ans maintenant, Ouais. quelque chose qui n'était pas encore très développé en France, qui semblait vraiment apporter des solutions rapides, efficaces et surtout très pragmatiques. Donc je me suis lancé là-dedans, tout simplement. Et donc j'ai écouté, je pense, des centaines d'heures de vidéos, de Ouais. formations et autres, parce qu'à l'époque j'étais routier, donc j'avais le temps. Donc j'écoutais, et en même temps j'emmagasinais cette Oui. information, je me nourrissais. J'ai lu pareil des centaines de bouquins très techniques sur les méthodes, sur toutes les formes d'hypnose qui pouvaient exister, comment on pratiquait, etc. Et puis un jour je dis il faut y aller quoi. Et donc un jour j'ai décidé, j'ai été faire une formation d'hypnothérapeute. Alors, ce qui était un peu rigolo, c'est que je suis arrivé pour faire une formation d'hypnothérapeute, mais en fait, j'aurais pu enseigner l'hypnose à toutes les personnes qui étaient là. Parce que tu l'as en toi. J'ai juste validé, en fait, Ouais. mon savoir, et j'avais besoin, on va dire, d'un papier à l'époque pour pouvoir ouvrir un cabinet. Mais c'était moi avec moi à l'époque. Mais alors justement, est-ce qu'on peut pas dire que c'est toutes nos connaissances d'avant qu'on a emmagasinées, qu'on a pris et on était peut-être fait pour ça et qui amène à ça aujourd'hui, à ce que tu donnes aux gens. Mais cet élément déclencheur, tout ce que la vie nous amène, parce que beaucoup de gens sont dans ton cas, sont dans mon cas, où on se rend compte qu'il y a des choses et il y a un moment, eh ben on y va et on n'a peut-être plus peur alors. Ou simplement, c'est le moment, c'est le déclic, l'apprentissage est fait. Et tu peux peut-être maintenant, si on parlait plus ouvertement avec les gens, plus facilement et les aider, les accompagner dans tout ça. Alors, je voudrais juste revenir sur quelque chose. Il y a parlé de... C'est la conscience qui nous permet de faire un choix. En bouddhisme, on appelle ça, toutes nos expériences de vie, on appelle ça la conscience accumulée. C'est-à-dire que toutes les expériences de vie qu'on fait font qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Bien. Et il y a un moment donné, cette conscience vient s'accumuler. Mais si on n'en fait rien, elle s'accumule, elle a un peu mélangé, et on est plus dans notre présent porté par l'histoire de vie qu'on a derrière. Il y a un moment donné, quand on prend conscience de l'être qu'on est en fait, qu'on prend conscience de l'histoire de vie qu'il y a derrière nous, on peut faire ce choix en fait, dire ok, maintenant je vais ranger les choses, je vais mettre un peu d'ordre. J'ai vécu ça, je suis en paix avec ça, c'est ok. Et on va pouvoir, parce qu'on est conscient en fait, c'est vraiment, on a besoin d'avoir conscience. La conscience, c'est j'ai conscience de qui je suis en fait. La conscience a conscience d'elle-même. Et là, elle existe. Et à partir de ce moment-là, elle peut faire des choix. Autrement, on ne fait que subir la vie. Et à partir du moment où on fait ces choix, on peut très bien se retrouver être en prison, mais être libre en fait. On prend Nelson Mandela, qui est un bel exemple. Il a transformé le monde, mais il était libre en fait, à l'intérieur de lui. Et c'est cette conscience qui a permis de faire émerger des comportements, des actions qui lui ont permis d'aller prendre une autre direction. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça a mis du temps, ça a mis, on va dire, de 42 ans jusqu'à 48, 50 ans à peu près, jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette conscience ait pleinement conscience de qui elle était et puisse en fait se libérer complètement de toute cette conscience accumulée. Tout ce poids, tout ce fardeau aussi, on peut Alors dire. c'est pas un poids, c'est juste de manière objective. Ce sont des expériences de vie, j'ai vécu ça. Si à partir du moment où je vais porter des jugements sur qui j'étais ou sur cette expérience de vie, je porte des jugements sur moi en fait. Oui. Et ça va encore m'enraciner vers le bas et je ne vais pas pouvoir avancer. Moi, si je veux me libérer, c'est juste rentrer dans cette acceptation. Et en fait, l'acceptation, c'est la clé pour une ouverture, pour faire des choix après. Parce qu'après, ayant plus rien qui me rattache, on va dire, à la terre, qui m'empêche de me mouvoir, je vais pouvoir me dire, tiens, j'ai envie d'aller par là, j'ai envie de prendre cette direction-là. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec l'hypnose, parce que l'hypnose a littéralement permis des connexions, et moi qui étais très terre à terre, là, j'avais pas le choix en fait. Beaucoup de collègues qui travaillent en hypnose se rendent compte avec les années d'expérience qu'à un moment donné, on touche quelque chose d'autre. Et on touche cette fameuse conscience.
Après, il y a toutes nos croyances, certes, mais on voit bien que quand on travaille avec l'hypnose, parce que l'hypnose est juste un support en fait, on se connecte à quelque chose d'autre que de l'inconscient. Parce qu'on a des réactions, des résultats qui dépassent en fait notre compréhension, on va dire, terre à terre. Alors, comment tu l'appellerais ça alors? Si tu avais des mots. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. En ce qui me concerne, par rapport moi à ce que je ressens, on en avait pu échanger quelques mots à ce sujet-là. Moi, je reçois de l'information, c'est-à-dire que je vais être en discussion avec quelqu'un, et puis dans mon phrasé, je vais sortir des métaphores, ou je vais me mettre à parler d'un sujet, mais ça vient spontanément. J'entends pas, je vois pas, ça vient spontanément. Et en général, ça touche au cœur, vraiment. Les gens ils me regardent, ils changent, on voit, ils changent un peu de couleur, ou ils portent plus intérêt, ils se penchent en avant, etc. Et là, il y a quelque chose en fait. Et c'est pas moi qui parle, je suis juste un support. Et bien souvent, ce qui me permet de savoir ce qu'on appelle aujourd'hui un canal en fait. Je suis un canal de connaissances qui est un peu orienté pour apporter du changement. Parce qu'en fait, si on refait un petit retour en arrière, pendant longtemps, j'ai voulu aider les autres. Ouais. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Moi, j'ai vraiment cette vocation, depuis que j'avais 11 ans, en fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour les autres. Au début, c'était pour moi. Puis une fois que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour les autres. Et c'est ce côté pragmatique, en fait, que j'ai retrouvé dans ces outils, donc l'hypnose, le rebootement, qui apportait des solutions efficaces. Et en fait, c'est comme si je me branchais sur un poste de radio, je tournais, je me branchais sur un canal et j'avais l'information qui permettait à la personne de changer, juste dans la conversation, comme une conversation qu'on peut avoir, là, toute simple. Les mots que je vais utiliser, la façon dont je vais tourner les phrases, qui ne sont pas celles que j'utilise au quotidien, vont toucher la personne. Mais parce que ça, je l'ai travaillé en fait avant. Alors, je vais te relancer sur le sujet. Est-ce que tu crois pas qu'on appelle ça de la neuroscience? C'est tout ce qu'on a vécu avant où notre cerveau va très rapidement chercher une situation dans le passé qui nous ramènerait à cette situation d'aujourd'hui. Toutes nos connaissances qu'on a pu prendre, hop, le cerveau me dit tiens, j'ai fait telle chose à telle époque, tonton, c'était comme ça, aujourd'hui je la refais différemment et je vais dire ça. Au lieu d'appeler ça un canal, est-ce que tu crois que c'est pas de la neuroscience? Vu que tu es très philosophique sur nos échanges, je te relance sur ce sujet. Et c'est très intéressant et c'est très bien que tu le fasses. Oui et non. Oui, parce que quand je travaille en cabinet, je travaille des fois en ce qu'on appelle la PNL, programmation neurolinguistique. On travaille purement avec, en neurologie, on ne peut pas dire autrement. Je travaille, j'utilise les sens, etc., l'histoire de vie de la personne, avec des résultats qui sont plutôt spectaculaires, assez efficaces. D'ailleurs, c'est un des outils terre à terre, je dis bien terre à terre, qui pour moi sont les plus efficaces parce qu'ils apportent des changements qui sont vraiment instantanés. Souvent d'ailleurs à ce sujet-là, je ne demande pas aux gens de me croire, je demande juste de vivre l'expérience et après on en parle. Oui, notre cerveau, je vois bien qu'avec le travail que je fais, a des capacités, on voit bien qu'on utilise peu, il est capable de beaucoup de choses et il est capable de comportements, de stratégies très évoluées, effectivement. Il y a des fois, et c'est là que ça met le doigt sur quelque chose qui a autre chose en fait. C'est-à-dire que j'ai des clients à l'étranger, des clients que je ne peux pas avoir en visio, ou que j'ai que par téléphone, ou j'ai des gens qui me demandent est-ce que vous ne pouvez pas travailler sur ma grand-mère, ou j'ai quelqu'un là qui est malade, ou j'ai mon enfant qui ne va pas bien. On fait ce qu'on appelle en hypnose de travail par procuration. Donc, soit on passe par quelqu'un, soit s'il n'y a personne, ça passe à travers moi. Donc moi, j'ai absolument aucune information par rapport à la personne. En général, les gens me demandent, et ça me fait un peu sourire, est-ce que vous voulez une photo, truc comme ça. Je dis, je suis pas médium, je fais pas de gris-gris, de choses comme ça. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Non, c'est pas ça. Souvent, moi, je demande, j'ai juste besoin du nom, du prénom pour savoir à qui je m'adresse, en fait, effectivement, pour pouvoir le nommer. Et je vais me mettre en auto-hypnose, en fait, et je vais m'adresser à la personne directement. En auto-hypnose, je vais demander ce qu'on appelle, nous, par procuration, une connexion à la personne. Et donc, ça marche avec les personnes, avec les animaux, avec les plantes, et aussi les lieux, aussi étrange que ça puisse paraître. Et je vais aller demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui affecte la personne, quelque chose qui la dérange? Souvent, la réponse est oui, puisque c'est le cas. Et je vais demander, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut changer, modifier, transformer, clarifier des choses pour apporter toujours
un mieux-être ou plus de confort. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est par rapport aux résultats que ça procure. Aujourd'hui, en toute modestie, je n'ai jamais eu pas de résultat. Il se passe toujours quelque chose. Et il se passe d'autant plus quelque chose quand les gens concernés ne sont pas au courant. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire, par exemple, pour des personnes qui étaient à l'hôpital, qui étaient malades, par l'intermédiaire de l'un de leurs enfants, qui ne leur dit pas qu'il m'a contacté. Et pendant qu'on fait la séance, il se passe des choses. Et quand la personne, moi ce que je propose aux gens, c'est quand vous ne dites rien, quand vous retournez voir votre proche, observez-le simplement et regardez qu'est-ce qui a changé. Et c'est là qu'on se rend compte que la personne se remet par exemple à bouger ou se remet à dialoguer ou sa souffrance, si on l'a fait évaluer avant, on se rend compte qu'elle a baissé par exemple, si elle était de 1 à 10, elle a baissé de 2-3 points. Alors que les médicaments ne faisaient plus rien, alors que tout ce qu'on pouvait faire, les paroles ne l'apaisaient pas en fait. On voit bien qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse. Donc on peut dire de l'énergie. Une énergie, on peut aller aussi sur l'humidité, l'eau en fait dans l'air qui transmettrait l'élément, qui fait qu'il y va. Comme l'homéopathie, c'est une mémoire. Est-ce qu'on justement passerait pas par ça? Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que pour toi on est une intention? Plus j'avance en fait dans ce domaine-là, plus j'ai accès à de l'information et de la connaissance. Alors c'est un peu surfait peut-être ce que je vais dire, mais c'est pourtant la réalité. Plus je me rends compte que je sais peu. Plus j'avance, plus j'apprends des choses, plus je me rends compte que je sais rien en fait. Je n'ai C'est pas, bien dit. je n'ai pas du, mais je répète, c'est juste des choses, hein, D'accord. mais en fait c'est la réalité, c'est la réalité de ce que je vis. Plus j'avance effectivement, plus je développe certaines facultés, certaines capacités à communiquer. Je développe en fait, plus je pratique ma communication, plus elle est efficace. C'est quelque part c'est ça. Peu importe de la manière dont elle se passe, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, à distance, ça n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse, et moi c'est toujours ça qui m'intéressait, ce qui m'anime, c'est le résultat. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un changement, qu'il soit toujours positif pour ce que j'appelle moi la cible. La cible peut être un animal, une personne, une plante, même les plantes réagissent. C'est quelque chose qu'il faut voir, hein, il faut le voir pour le croire. On a entendu là tout de suite Tsubaki qui ronflait. Hein. Quand même, Ouais. il est juste à côté de nous et en fait il est apaisé, il est tranquille, il est là. Donc indirectement ta voix agit sur lui quand même parce qu'il est tranquille, il bouge pas. C'est un peu comme les chats. Moi je vois par exemple quand je fais des visios avec mes chats, j'ai mes 2 chats qui sont là. Et si je ne leur ouvre pas, ils deviennent infernales. Alors qu'ils sont dans le jardin ou à l'autre bout de la maison. Dès que je me mets à parler à quelqu'un ou que je me mets en visio avec un client, les chats, il faut qu'ils se ramènent. Alors qu'ils étaient, je ne sais pas où. Ils ont, surtout on dit des chats, hein, ils ont un sens, ils sentent... Alors peut-être, pour répondre à ta question, je ne sais pas en fait. De l'énergie peut-être, de l'humidité, parce que oui, l'information, on sait qu'aujourd'hui dans l'eau, dans une goutte d'eau, on peut mettre énormément d'informations. Peut-être. Je fais pas d'hypothèse parce que je ne sais pas. Et je préfère ne rien dire que dire des bêtises. Voilà. Et est-ce qu'il faut vraiment aller chercher l'information? Ou il ne faut pas laisser faire, comme tu dis, un canal et se laisser aller et prendre ses compétences et les dire et les donner aux gens qui veulent l'entendre? Alors ce que tu viens de dire, c'est la clé en fait. Moi, il m'a fallu 40 ans pour comprendre ça. Et 40 ans d'expérience parce que des fois, il faut passer effectivement par certaines expériences pour avoir une compréhension. Oui, j'entends que c'est pas toujours facile d'être obligé de vivre par certaines expériences pour changer. Et en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Pardon, du coup, je me suis égaré. Répète-moi. Ben non, mais en fait, moi je vais continuer en fait, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est un canal, c'est un échange, c'est une conversation. J'ai avec moi 2 livres que tu as écrits. Le premier, un message pour nous. Oui. Donc celui-ci, c'est Alors celui-là, hypnose régressive. oui, c'est l'hypnose régressive qui a été fait. Alors, il n'y avait pas du tout de projet de livre. J'ai une amie qui est médium et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu as envie de tenter cette expérience? Parce que comme les médiums ont une certaine sensibilité et partent assez facilement, surtout dans l'onirique, je lui ai dit, tiens, ça pourrait être sympa de lui faire vivre une expérience assez atypique. On n'a pas été déçus. On a fait une séance et puis on en a fait une deuxième. Elle a vécu des choses tellement incroyables que il y a quelque chose, en fait, il y avait comme une sorte d'appel, je peux pas il faut que je partage ça en fait.
Et la meilleure façon de partager, parce que moi j'adore l'écriture, j'adore tout ce qui est littéraire, le meilleur moyen d'en laisser une trace, ça va être de l'écrire. Donc je l'ai reformulé, parce que sinon c'était pas très agréable à lire. Ouais. Je les ai reformulés un peu, ça ressemble un peu à une pièce de théâtre, où il y a ces dialogues en fait. Et j'ai essayé de retranscrire ce qu'elle voyait, ce qu'elle vivait. Donc ça peut permettre à des gens qui souhaitent faire une hypnose régressive de comprendre avant ce qui peut se passer lors de l'hypnose alors. Complètement, d'une façon écrite. Et ça peut être même plus parlant que de regarder des vidéos où on voit des... Parce que dans une vidéo, on voit on voit pas ce qu'il y a au fond, on voit que de la forme. Et souvent, on s'arrête à la forme, alors que ce qui intéresse les gens, souvent, c'est le fond. Oui, et là, d'accord. effectivement, on va trouver du fond, on va trouver des vibrations. Et l'expérience, en fait, et c'était un peu ça l'idée du livre. J'ai quelques personnes qui ont lu le livre. Bon, ils ont lu le livre comme un roman qui se lit d'ailleurs assez rapidement. En moins d'une heure, c'est rapidement lu. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il y a des gens, ils m'ont dit, mais c'est exactement, j'ai déjà eu ce rêve-là, en fait. Et c'est ça qui est étrange, en fait. C'est qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose, la même expérience. Il y a des personnes qui vous témoignent, ils me disent, mais ça me parle. Et j'ai lu le livre et j'ai compris quelque chose. Comme si c'était une clé, en fait, qui venait, ou par exemple, voilà, entre des mains, il manquait une jointure. Voilà, ou poser des mots sur quelque chose qu'on a vu, qu'on a perçu, mais qu'on ne veut pas croire alors. Clarifier. Apporter de la clarté. Et le deuxième, hyper important, et on l'a dit tout à l'heure dans les nocés, ce mot, bienveillance. Qu'est-ce que veut dire ce mot bienveillance qui a été utilisé? Alors, ça serait aujourd'hui, je ne l'appellerais pas bienveillance, parce que le mot il est un peu utilisé à toutes les sauces, un tort à travers, voilà. Et pas au sens étymologique, je trouve ça un peu dommage. Alors, l'histoire de ce livre est assez intéressante. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose, mais j'y arrivais pas. Ça coinçait, ça bloquait, et j'avais une idée du fond, enfin ça travaillait, et j'avais envie de montrer en fait aux gens qu'il est possible de changer le monde juste à notre échelle individuelle. Parce que par rapport à la politique, quand on discute des choses comme ça, on se rend compte, les gens, bah oui, mais ça sert à rien, de toute façon, moi en tant qu'individu, je ne peux pas changer les choses. Ça me dérangeait. Parce que l'histoire nous a montré l'inverse. L'histoire nous a montré que des individus peuvent changer la face du monde. On prend Mao, on prend Hitler, si on prend des côtés extrêmes, ils ont changé la face du monde. On prend Martin Luther King, il a changé la face du monde. Gandhi a changé la face du monde. C'est qui ces personnes-là? Ce sont juste des individus. Jésus, à la limite, il a aussi changé la face du monde. Et c'est encore très présent aujourd'hui. Une personne est capable de faire quelque chose. Et en fait, je voulais, à travers un écrit, je voulais essayer de montrer aux gens qu'il était possible, à notre échelle individuelle, de le faire. Et puis, en fait, donc ça travaillait. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une semaine, en fait, où j'ai eu une semaine à moi. J'avais du temps. Et j'ai commencé. Et je dirais que ce livre-là, en fait, je l'ai plus canalisé parce que des fois, je le relis ouais. Régulièrement. Et je dis, mais c'est pas mon style. J'ai l'impression de lire le livre de quelqu'un d'autre. Je l'ai vraiment canalisé. Il a été écrit quasiment d'une traite. Il est très structuré. Moi qui suis plutôt un peu désordonné, il est hyper structuré. Et avec il reprend des exemples que j'utilise, des mots que j'utilise. Il y a beaucoup de « imaginez que vous êtes ceci, imaginez que vous êtes cela ». Ça, c'est des techniques d'hypnose pour nous immerger dans quelque chose, en fait, dans le changement. Et effectivement, dedans, il y a plein de conseils pratiques. Vous pouvez faire ceci, cela. Ce sont que des propositions. Les qualités d'un leader bienveillant et comment les cultiver. Ouais. Je tombe dessus. Les qualités d'un leader. Souvent, un leader, c'est pas le meilleur rôle non plus, mais un leader peut être bienveillant et comment les cultiver. Et ça, c'est quelque chose en fait qui m'a été... Alors je pense qu'il y a peut-être cet aspect neurologique dont on parlait. J'avais lu un livre du Dalai Lama qui était extrêmement intéressant et qui parlait de capitalisme altruiste. On se dit là, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que nos amis bouddhistes font beaucoup de recherches, justement de comportementales, etc. Et ils ont fait des études sur le capitalisme altruiste. Et en fait, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut aller dans une économie, alors développement durable, qui est un mot hérétique en fait, on ne peut pas se développer durablement. On peut se recycler, on peut avoir une économie en harmonie, en équilibre, mais pas durable.
C'est pas un mot qui va avec. Ouais. Après, ça peut se discuter. Et à l'intérieur de ça, on parle d'harmonie justement, on parle d'éthique, on parle d'altruisme. Et un leadership, quelqu'un qui dirige une équipe avec une forme, alors l'idée c'est un petit peu ça, mais de récompense. Oui, je te vois, oui, je reconnais, oui, j'ai vu ton travail. Qu'est-ce qu'on attend tous, nous, en tant qu'être humain, c'est d'être vu et reconnu par l'autre. La reconnaissance. Et simplement, sans donner spécialement des choses matérielles, mais juste parce que c'est ça la richesse, c'est les choses de l'esprit. Oui, j'ai vu ton travail, j'ai vu ce que ça a produit, et ça me met en joie. C'est la plus belle récompense en fait qu'on peut recevoir. En dehors du fait, bien sûr, qu'on a bien sûr besoin d'un salaire pour se nourrir, pour nourrir sa famille, etc. Mais si on enlève ça mise à part, imaginez un responsable, un supérieur dans une équipe, par exemple en grande surface, parce que j'ai travaillé aussi, j'ai travaillé 15 ans comme chef de rayon poissonnier en grande surface. Si vous avez votre chef qui vient vous dire, là, le travail, c'était super, quoi. Même aujourd'hui, peut-être, on n'a pas fait une belle journée. Mais alors, quelle ambiance! Qu'est-ce que c'était plaisant de travailler avec vous aujourd'hui! D'entendre ça, ça vous transforme. Vous rentrez chez vous, vous avez quoi? Quand vous retournerez le lendemain au travail, vous y allez avec le sourire et l'envie. Ouais. Et là, on est vraiment dans l'altruisme. Et cette envie, vous allez la communiquer aux gens qui vont avoir une interaction avec vos clients, avec vos collègues. Et on change le monde. C'est bien vrai, Nicolas. Alors justement, toutes les personnes qui vont vouloir venir te découvrir, avoir toutes ces informations-là, comment elles font pour te trouver en fait maintenant? Alors pour me trouver, aujourd'hui ça devient un petit peu plus facile parce qu'il y a les référencements, ce qu'on appelle Google. Il suffit simplement de taper mon nom Duval Nicolas sur Internet. Alors assez étrangement, le nom Duval Nicolas a aussi le sens des noms et des prénoms. Vous allez trouver plein de Duval Nicolas. On va trouver des cinéastes, on va trouver des chercheurs, des scientifiques, on va trouver des littéraires. Et je dirais, je suis un peu de tout ça. C'est assez étrange. Et c'est marrant parce que dans le prénom, en fait, quand on dit on a choisi son prénom, c'est un peu étrange. Mais effectivement, on retrouve un peu des choses. Bon, là, tu as trouvé ton prénom. Donc de de la source jusque dans le ventre de ta maman, voilà. Si tu as choisi, c'est ce qu'on dit normalement, tu choisis qui tu es. Des choses auxquelles j'adhérais pas du tout avant. Non, mais c'est ça qui est incroyable en fait. Et c'est juste en observant qu'on se rend compte, et oui, effectivement, il y a des choses autres. Donc on peut me retrouver, j'ai une page Facebook, Duval Nicolas. On peut me retrouver sur Instagram avec Ancoli. Ancoli, c'est le nom d'une fleur, et c'est l'anagramme de Nicolas. D'accord. Et de Nicole. Nicole, le nom de ma mère. Ok. C'est beau. Mais en fait, comment m'est venu? C'est parce que je cherchais, parce que Duval Nicolas, c'était pris vu qu'il y en avait plein. Ouais. Dans mon jardin, j'ai plein de fleurs. J'ai plein d'Ancoli. Et à un moment donné, j'ai fait le rapprochement. J'ai dit, on dirait les lettres de mon prénom. Et donc, on va me trouver aussi sous le nom d'Ancoli. Et donc, j'ai un site internet qui est tout simple, duvalnicolas.fr. On peut me trouver dessus. Et puis, peut-être aussi avec toi, on se retrouvera peut-être sur d'autres vidéos, donc à travers ton site et à travers les endroits où tu passes. Et puis aussi, là maintenant, j'ai pour vocation à communiquer sur des chaînes YouTube, sur des interviews, où je vais parler de sujets qui parlent aux gens. Alors, juste pour le petit mot de la fin, les sujets et ta connaissance est très intéressante. Et on pourrait parler pendant des heures et des heures de sujets. Mais mon canal me dit, Johan, il est temps d'arrêter. Il y a une prochaine fois, il y aura une autre conversation et il y aura un autre sujet pour ne pas mélanger tous les sujets non plus. Eh ben, j'étais ravi, Johan. Aussi, voilà. Ça m'a fait très plaisir. Et je vois que ça t'émeut. Voilà, et j'ai été obligé de canaliser là, maintenant. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Johan. À bientôt.